mise à l'échelle, on le lui doit. Cette réflexion et ce que fait le CRI depuis maintenant de très nombreuses années est un exemple, à mon avis, à suivre. Et donc, cher François, je suis ravi de te retrouver à un moment où, je le dis, nous sommes à la croisée des chemins, comme nous sommes d'ailleurs à la croisée des transitions, transition sociétale, transition numérique, transition écologique et transition de l'apprentissage. Et je voudrais dire dans ces quelques mots de départ, vous dire d'abord deux choses d'important. Premier élément, vous le savez, et pour la plupart, ceux qui nous connaissent, savent que France Tiers-Lieux est né de la volonté d'acteurs de terrain, à l'issue d'abord la volonté de Juliane Normandie de produire un rapport qui fut celui dont j'ai eu la charge et l'honneur de le faire, avec tout un certain nombre d'acteurs qui sont mobilisés. Et puis nous avons, étape par étape, tenté de commencer à construire, co-construire une politique sur les tiers-lieux dans ce pays. C'est un mouvement de fond. Oserais-je dire qu'en 2018, François et quelques autres expliquaient qu'il fallait essayer de regarder ce qui se passait sur le terrain en matière de mouvement de société et la nécessité de changer le paradigme dans le rapport à l'apprentissage. C'était vrai dans l'apprentissage, c'était vrai dans d'autres domaines au demeurant, il l'expliquait bien. Pour être clair, en 2018, c'est-à-dire hier, ce n'est pas il y a 10 ans, hier, à ce moment-là, la puissance publique pensait qu'il y avait 600 tiers-lieux en France, on en avait dénombré à la sortie du Tour de France, 1483 et probablement 1800 parce qu'on n'avait pas fait tous les territoires et on avait identifié à peu près 1800 tiers-lieux. Je vais vous donner une information qui sera au cœur du rapport 2020, puisqu'on prépare le rapport 2020. C'est plus de 2500 tiers-lieux, plus de 2000 là où on en avait 1483 et 500 en préparation. Autrement dit, nous sommes très clairement sur un mouvement de fond et un mouvement qui est porté beaucoup par les citoyens, évidemment par les collectivités, mais beaucoup par les citoyens. Au fond, c'est pas, ça ne vous surprendra pas si je vous dis que les sommes des transitions que nous connaissons commandent que nous puissions expérimenter, regarder, réfléchir, innover, identifier les leviers d'action dans des lieux un peu nouveaux. J'ai l'habitude de dire, dans les années 60, 1960, on avait vu l'émergence de tout le mouvement de l'éducation populaire, la naissance des maisons des jeunes à l'agriculture qui correspondait à l'émergence de la société des loisirs, qui correspondait à un moment de société. Bon, ben, le moment que nous vivons, c'est un moment où, au fond, il faut apprendre à désapprendre et il faut faire différemment. Désapprendre la hiérarchie, le structure, les règles et en réinventer d'autres, plus proches du réel, plus proches de la réalité de ce que vivent les gens, et dans une société qui a gagné en liberté, qui a gardé et qui, au fond, permet à des générations, au fond, plus éduquées, de prendre leur destin en main du moment que ce soit fait collectivement. Et de ce point de vue-là, la question de l'apprentissage dans ces tiers-lieux, dans ces nouveaux lieux que moi j'appelle lieux de transition, parce qu'ils ne seront peut-être pas amenés à être durables, c'est-à-dire sur 50 ans, mais ils sont des outils des transitions et qui nous fait émerger cette société à laquelle nous aspirons le plus grand nombre d'entre nous à émerger. Ils sont absolument centraux aujourd'hui. Et évidemment, comme ce sont des lieux qui accélèrent les transitions, au cœur des transitions, il y a la question, moi j'en suis absolument persuadé, de l'apprentissage. L'apprentissage, l'idée de faire et faire en apprenant. Et c'est bien de ça dont vous avez parlé, que vous avez évoqué. C'est simple, c'est clair et pourtant c'est si complexe à mettre en œuvre et à faire comprendre encore aux institutions nées qui sont plus anciennes et qui ont plus de difficultés à vivre là-dedans. Moi, je crois que les éléments centraux que nous devons être capables maintenant de mettre sur le tapis, et François le sait, mais
Jean-Michel Blanquer y est acquis. Après, la lourdeur, la mise en place des processus est plus long. Il est absolument indispensable d'ouvrir les établissements scolaires et de formation sur leur territoire et de faire avec les tiers-lieux des réseaux d'apprentissage qui sont tout à fait essentiels. Je vais vous faire rire parce que la gendarmerie nationale a souhaité plancher avec nous de savoir comment la gendarmerie pouvait s'ouvrir sur les tiers-lieux. C'est dire à quel point le phénomène est en train de percoler sur tous les univers, et c'est une très bonne chose à mon avis. C'est une très bonne chose. Et donc, on va organiser, je fais une parenthèse, François, je te solliciterai, une rencontre des makers, les 150 makers à peu près de la gendarmerie, avec les 150 makers qui grouillent autour de France Tiers-Lieux et qui sont évidemment, je trouve ça très intéressant. Et donc, à l'évidence, nous avons un objectif, c'est de faire et d'ouvrir et de permettre aux établissements scolaires et les établissements de formation, tout simplement ouvrir et faire en sorte que les tiers-lieux les accueillent. C'est une double ouverture, ouverture côté établissement, mais ouverture côté, évidemment, tiers-lieux et la capacité à accueillir les enfants et les éducateurs. Ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est celui de faire tiers-lieu dans les écoles et faire en sorte, et moi, je vous le dis, nous avons un engagement, nous, à prendre, c'est de faire en sorte qu'en tant qu'organisation qui finalement représentons enfin, les acteurs en étant les acteurs, je le dis d'autant plus que je suis un usurpateur total, puisque c'est à la suite du rapport, on m'a demandé, je ne fais pas partie des tiers-lieux, et on m'a demandé de présider cette association de façon pendant la phase de préfiguration, mais il est essentiel de pouvoir donner des outils, apporter des outils et probablement développer des politiques pédagogiques avec l'éducation nationale de façon plus étroite pour que tout simplement il y ait un maillage entre les établissements, mais un maillage avec les territoires de façon plus évidente et que les écoles et les centres de formation soient des lieux essentiels. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y aura un ou deux lycées professionnels qui seront dans le programme Manufacture de proximité qu'on prépare. On travaille avec un ou deux établissements professionnels, tout simplement pour s'adjoindre et non pas faire tiers-lieu à l'extérieur, mais utiliser les capacités, les espaces de lycées professionnels pour permettre précisément que le tiers-lieu soit à l'intérieur et s'ouvre sur la société. Et donc, il va y avoir dans les nouveaux programmes que l'État porte, qu'on a poussé et qu'on va très probablement piloter ou copiloter, il y aura des exemples où l'éducation est au cœur du développement des tiers-lieux. Voilà, je rappelle, hein, et puis pour terminer, il y a déjà aujourd'hui des tiers-lieux dans les écoles, c'est dans près de 25 académies. D'accord, je peux prendre des exemples, le collège Louis-Michel à Clichy-sous-Bois, par exemple, des élèves pourtant identifiés en décrochage ont ainsi l'occasion de fabriquer des robots en partenariat avec le Centre national d'études spatiales, un formidable exemple d'innovation dans des territoires ruraux comme Saint-Éloi-les-Mines, où vous avez 3700 habitants, hein, et où une professeure qui s'appelle Marion Dugenay, qui est professeure documentaliste et qui a apporté l'émergence d'un makerspace, hein, ce qui s'appelle la machinerie d'Alex, et qui a reçu le prix de l'innovation pédagogique en 2019. Donc il y a des formidables initiatives. Je pense que plus on sera capable de les mettre en valeur, plus on sera capable d'essaimer, et plus au fond, nous réussirons cette seule mission. Au fond, elle est une, mais elle est essentielle. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure, apprendre en faisant et faire en apprenant, et donc permettre tout simplement au plus grand nombre de trouver sa place dans la société et de diffuser les savoirs et donc de mutualiser les connaissances. Voilà pour voilà, et Marion tout à l'heure en dira plus évidemment sur son expérimentation. Bonjour Marion, je vous cherchais sur l'écran, mais je vous vois maintenant. Voilà, donc en conclusion pour ces premiers éléments, il est absolument central au-delà des idées. Les idées, c'est formidable, soutenir, c'est formidable, mais je crois qu'il faut, au-delà des concepts et des idées, il faut s'appuyer sur des expérimentations telles que celle de Marion et d'autres,
pardon pour ceux qui en ont et qui en font et qui sont autour de cette visio, mais que je n'ai pas cité, il est absolument essentiel qu'on aide à voir les expériences à travers les personnes. Ce sont des personnes qui portent les projets, hein, ce n'est pas des idées ou des concepts, même s'ils sont essentiels, évidemment. Il y a souvent des entrepreneurs, ou toujours des entrepreneurs, des militants, qui soient élus locaux, enseignants, et qui s'engagent et qui font des sacrifices importants. Je pense qu'il y a une réflexion dans le futur à avoir autour du bénévolat, avec les sujets autour du bénévolat et de ces sujets-là. Je pense que ça mérite quand même une réflexion en profondeur dans notre société de cet apport-là. Comment est-ce qu'on peut le valoriser? Et puis enfin, nous, on s'assigne une chose, c'est accompagner, soutenir autant que faire se peut. On n'a pas mis suffisamment l'accent en 2020 sur ce sujet. C'était la première année de France Tiers-Lieu. Moi, je souhaite que dans cette deuxième année de France Tiers-Lieu, on soit capable d'accompagner le développement du mouvement qui est le vôtre, qui sont les vôtres, et ça passera évidemment par l'écoute beaucoup plus forte des besoins qui sont les vôtres. Et c'est ce que nous ferons, nous, à France Tiers-Lieu, avec les modestes moyens, mais avec beaucoup d'énergie que nous y mettons, comme beaucoup d'entre vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je voudrais juste donc saluer, je l'ai fait tout à l'heure, François Tadei, que tout le monde connaît, que je ne vais pas représenter, et qui est le patron du CRI et administrateur de France Tiers-Lieu. Claire Hébert-Suffren, que j'ai croisé quelque part. Bonjour Claire. Voilà, qui est institutrice et docteur en psychosociologie des groupes, en éducation et formation. Donc, je crois que c'est vraiment, votre expérience est vraiment intéressante. Et Marion, que j'ai présenté tout à l'heure et qui est un très bon exemple. Voilà, Karine Sellier, la haut-commissaire aux compétences, nous rejoindra dans quelques minutes. Voilà, peut-être François, pour commencer, je voudrais que tu puisses nous dire un peu la vision que tu as de ce partenariat nécessaire ou utile entre les tiers-lieux et en quoi ils sont les partenaires pédagogiques des écoles, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et peut-être là où ils doivent évoluer, et qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour réussir tout simplement cette cross-fertilisation entre les différents acteurs. Merci Patrick et merci Angélique aussi pour les quelques mots d'introduction. Au passage, Angélique m'avait demandé de parler de l'initiative Planète Apprenante. Donc avant de répondre plus directement à la question de Patrick sur la cross-fertilisation entre les tiers-lieux et l'éducation, où les tiers-lieux élus jouent un rôle évidemment essentiel. Je pense qu'il y a toute une dynamique qui est en train de se produire et que Patrick a résumé au niveau français, mais au niveau global. Il se passe plein de choses à travers les quatre coins de la planète parce que je pense que tout le monde fait le même constat du fait que la transition est plus nécessaire que jamais et qu'elle est d'ailleurs en route. Et le virus et le confinement nous ont obligés à repenser nos relations les uns aux autres parce que le virus nous oblige à faire ça. Donc dans le festival Learning Planet qu'on a initié avec l'UNESCO et où énormément d'acteurs se sont emparés de ce sujet, dont la Maison de l'Apprendre à Lyon a fait déjà l'année dernière et a fortiori cette année un des hauts lieux de cette planète apprenante. On a invité tous ceux qui le souhaitaient à célébrer ce qu'ils avaient appris pendant cette période très particulière. En quoi est-ce qu'ils avaient commencé à être en transition et à quoi ils aspiraient par la suite. On a eu des centaines d'intervenants à travers le monde, des dizaines et des dizaines de pays ont été représentés cette année. Il y a eu des événements, moi je suis avignonnais, donc il y a eu un peu le IN, et la cour d'honneur, c'était l'UNESCO. On avait Audrey Azoulay et tout un tas d'acteurs centraux au niveau institutionnel international. Et puis, on a eu des off avec tout un tas d'événements organisés où sur Lyon, il y a eu des dizaines d'événements, à travers le monde, des centaines. Au total, des dizaines de milliers de personnes ont contribué, y compris des très jeunes, et ça, j'en suis particulièrement heureux. On a eu par exemple la European Student Union qui représente 20 millions d'étudiants. On a eu un mouvement naissant qui s'appelle Youth by Youth, où ils ont donné la parole aux jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient
comme transformation. Il y a eu le mouvement de Ashoka Young Innovators qui est déjà structuré depuis des années, mais qui identifie des jeunes changemakers. Et puis la World Youth Alliance. Et j'oublie des artistes comme Museum for the UN, des institutions collectives comme WISE. Mais par exemple, on a parlé des droits des enfants et de la santé des enfants avec l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS. Voilà, donc on a eu énormément d'acteurs, dont par exemple Andreas Schleicher pour l'OCDE, qui ont pris la parole et qui nous ont dit que le but n'était pas de former des robots de deuxième classe, mais de former des êtres humains capables de relever les défis du 21e siècle. Donc ça, c'était très fort. On a eu par exemple aussi des jeunes qui ont été invités à redécouvrir Le Petit Prince et à dire quelles conversations ils auraient eues avec Le Petit Prince pendant le confinement. Et à nous dire à la fois leurs peurs, leurs espoirs et à essayer de se projeter dans la transition, au-delà de la transition que Patrick décrivait. Et donc, il y a eu 2500 de ces jeunes qui ont écrit à travers le monde, puisqu'ils étaient invités par à la fois la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, l'UNESCO et le Labo des Histoires et la Learning Planet à écrire. On a fait ça dans les 6 langues de l'ONU, on a sélectionné les plus belles histoires. En France, c'était Françoise Nyssen, Claudie Agnuret et votre serviteur qui ont eu le plaisir de lire ces fantastiques récits. Et puis, on va essayer de les faire traduire et de les faire publier prochainement. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Je pense que la prise de conscience de la transition dont Patrick parlait est toujours plus évidente pour tous les acteurs, je pense, et en particulier pour les acteurs éducatifs. Et beaucoup d'entre eux étaient donc ravis de pouvoir célébrer ça. Je pense que beaucoup sont associés à des tiers-lieux ou plus généralement à ce qu'on peut appeler un middle ground pour les sociologues. Hein. Le middle ground, c'est ce qui est entre l'underground avec les activistes et l'upper ground avec les institutions. Et donc, c'est des collectifs qui s'auto-organisent pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Et donc, ils peuvent se retrouver dans des lieux de type tiers-lieux, ils peuvent se retrouver dans des espaces digitaux, ils peuvent se retrouver dans des événements, ils peuvent se retrouver dans tout un tas d'environnements. Mais à chaque fois, c'est pour créer des projets, pour servir des communautés, partir des besoins et essayer de relever des défis. Ça s'organise dans des communautés apprenantes, ça s'organise dans des tiers-lieux, ça s'organise sur le web et il y a toujours plus de besoins dans cette communauté et le besoin y compris de créer du lien entre ces communautés. Donc le réseau national des tiers-lieux est une manière de créer du lien au niveau national entre tiers-lieux. C'est comme son nom l'indique et comme Patrick l'a bien rappelé. Mais comment est-ce qu'on crée du lien à l'échelle globale? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui font des choses très proches de ce qu'on fait? Donc, parmi les choses qu'on a commencé à développer dans le cadre de la Learning Planet, c'est une intelligence artificielle qui a non seulement appris en lisant tout Wikipédia, mais est en train d'apprendre à lire tous les projets qu'on lui donne à lire et à calculer des distances. Ça s'appelle du text-to-vec et calculant des distances, ça peut dire quels sont les 2 projets qui sont les plus proches, par exemple, dans une base de données. Et puis, ça peut mettre en relation les porteurs de projets pour qu'ensemble, ils puissent faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément pu faire seuls. Et ça leur évite de réinventer la roue localement. Ils peuvent gravir des épaules de géants et aller plus vite par rapport à ça. Donc ça permet de passer de communautés apprenantes locales à éventuellement des communautés apprenantes globales. Donc il y a tout un mouvement de ce type qui voit le jour et par rapport au monde éducatif, le monde éducatif est lui-même en transition. Vous êtes nombreux, je pense, à avoir vécu le même système éducatif que moi, c'est-à-dire un système éducatif que Richard Elmore caractérise en posant 2-3 questions que je vais préciser. La première question, c'est est-ce que vous avez appris ce que vous souhaitiez apprendre ou est-ce que vous avez appris ce qu'on vous a dit d'apprendre? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez appris en étant en compétition avec les autres ou est-ce que vous avez appris en étant dans une position de coopération avec les autres? Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez appris à faire des choses dont les adultes ou d'autres avaient la solution ou est-ce que vous avez appris à faire des choses dont personne n'avait la solution? Et donc le modèle classique, c'est assez... Vous le connaissez tous, je pense, c'est généralement la compétition sur les savoirs d'hier et sur des programmes sur lesquels les apprenants ne sont pas invités à exprimer leur point de vue. Mais ce qu'on voit dans les tiers-lieux et ce qu'on voit pour faire face aux défis, c'est qu'on a besoin de savoir librement coopérer sur des problématiques ouvertes sur lesquelles on a besoin de co-construire des solutions. Et donc, je pense que c'est ça l'aspect un peu magique
des tiers-lieux, c'est que c'est des lieux dans lesquels on redécouvre des degrés de liberté, on redécouvre que le collectif n'est pas forcément là pour nous mettre la pression, mais peut être là pour nous aider, et on redécouvre le fait que face à l'inconnu, face aux transitions nécessaires dont Patrick parlait tout à l'heure, on peut s'auto-organiser pour apprendre les uns des autres et s'entraider et co-construire des solutions. Donc ça, je pense que c'est des dynamiques qui sont essentielles et qui sont vraies dans tout tiers-lieu, et en particulier dans les tiers-lieux éducatifs, et où on voit bien leur attrait vis-à-vis à la fois de toujours plus d'enseignants, de toujours plus d'élèves et de tout un écosystème. L'un des premiers tiers-lieux, et Alexandre fait partie des fondateurs de Tiers-lieu Édu, qui était Fabulis. C'était un tiers-lieu qui avait été mis dans une unité Ulysse au niveau d'un lycée professionnel, et non seulement les jeunes en difficulté pouvaient y avoir accès, mais également c'est eux qui expliquaient aux autres élèves et aux profs ce qui s'y passait, et même aux entreprises locales, parce que c'était à l'époque en tout cas le seul lieu dans cet environnement dans lequel il y avait accès à un certain nombre de machines et de possibilités, et ça permettait de faire de l'inclusion inversée, et donc c'est à mon avis des exemples absolument remarquables qui méritent d'être soulignés. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà long, et puis je sais que Patrick a peut-être d'autres questions, mais non, moi, François, je pense que dans ce que tu viens de dire, tu montres bien que le mouvement, il est très large, que c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience qui vient du terrain. J'ai presque envie de dire, on a connu les gilets jaunes, j'ai presque envie de dire, c'est les gilets d'avenir. Je ne sais pas si on les aimait verts, mais en fait, moi, quand je suis revenu du Tour de France du premier rapport, j'avais fait une note à l'exécutif en expliquant qu'il y avait ceux qui étaient désespérés et qui étaient en colère et désespérés, puis il y avait toute une France qui était en train d'innover et de co-construire et de trouver, de chercher des solutions. Et je crois que tu illustres bien que ce sujet n'est pas un sujet national, c'est un sujet global. Il faut réinventer cette manière d'apprendre, mais c'est vrai que, je le dis, puisque ici c'est un sujet français, on est en France, c'est un sujet très particulier par rapport à une culture très particulière. Nous sommes un pays, j'ai envie de dire, culturellement, si je peux me permettre, en retard par rapport à cette capacité d'apprentissage qui n'est pas normée par des études. Je rappelle, hein, aujourd'hui, quand on va encore dans une entreprise, encore aujourd'hui, et que vous avez vous avez la chance à 40, 45 ans de trouver encore un job, je sais bien quand vous avez la chance, on vous demande quelles sont les études que vous avez faites. La première question, ce qui est une hérésie quand on sait ce que doit être l'apprentissage tout au long de la vie. Donc moi peut-être la question, la question que je voudrais te poser, c'est si on prend l'angle, je vois bien l'angle des tiers-lieux qui apportent et comment ils font sens et ils peuvent apporter des solutions et en tout cas des voies nouvelles à l'éducation nationale. Comment tu perçois aujourd'hui, toi, les tiers-lieux, le sujet tiers-lieux dans l'école et plus globalement la capacité aujourd'hui des systèmes tels qu'ils existent éducatifs à percoler et à intégrer au fond, à venir, tu sais, telle la mayonnaise, l'huile qui vient faire la mayonnaise, c'est-à-dire transformer la manière d'apprendre dans nos établissements. Donc, je voudrais, voilà, où on en est selon toi. Est-ce que les choses ont bien avancé? Est-ce qu'au contraire, il y a toujours beaucoup de résistance ou tu sens que les choses, elles sont en train de mûrir et se cristalliser? Je pense que la création de Tiers-lieu Édu est la preuve vivante que les choses commencent à bouger. Mais de là à dire qu'il y a des tiers-lieux dans tous les établissements, comme on pourrait le souhaiter, ou que tous les profs, même dans les établissements où il y a des tiers-lieux, s'en emparent autant qu'ils le pourraient, il y a une marge de progression, pour le dire gentiment. Et on voit bien également que l'une des questions, c'est en fait comment est-ce qu'un l'ensemble de l'établissement peut devenir un tiers-lieu. C'est-à-dire que l'ensemble de l'établissement peut devenir un lieu de co-construction, de connaissances, de savoir, etc. Donc, il y a par rapport aux grands mouvements éducatifs, il y a des précurseurs. Freinet, Montessori inventaient leurs propres modalités pédagogiques
qui sont finalement plus proches de ce qui se passe dans les tiers-lieux que de beaucoup d'autres pratiques pédagogiques. Et ça existait depuis longtemps. Socrate, quelque part, tu pourrais dire qu'il animait un tiers-lieu sur l'agora en termes de maïotique par certains côtés. Donc, je pense que… et d'ailleurs, il y a un profond lien depuis toujours entre l'éducation et la citoyenneté et la démocratie. Socrate l'incarnait à sa manière à l'époque. Les Lumières l'ont réinventé. Et les tiers-lieux de l'époque des Lumières, c'était en partie les salons, en partie les cafés, en partie l'Académie des sciences, en partie des lieux qui contribuaient à faire émerger des idées, à monter des projets et à réaliser des choses. Et puis, à Athènes, on a inventé cette démocratie et ce package à l'échelle locale. Au niveau des Lumières, on l'a fait au niveau national. Aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire au niveau global, parce que les grandes questions qui sont devant nous sont en partie locales, mais elles sont pour certaines globales. Le climat, on ne va pas le résoudre localement. Et le Covid non plus, pas vraiment. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'une citoyenneté fractale et d'une démocratie fractale qui est en grande partie à inventer. Et donc, je pense que les tiers-lieux, et en particulier les tiers-lieux éducatifs qui forment les citoyens de demain, il a fallu un siècle à Périclès pour transformer Athènes, il a fallu un siècle aux Lumières pour aller jusqu'à la Révolution. Je pense qu'il faudra peut-être un siècle pour la transition qu'on est en train de vivre et que cette démocratie fractale, multi-échelle soit là. Mais je pense que les tiers-lieux sont des lieux ferments de transformation. Ils sont encore minoritaires, mais c'est là où, comme tu le dis, se construit l'avenir. Donc, ces gilets d'avenir, c'est une belle expression. Je te félicite. Ça ne m'étonne pas de toi, d'ailleurs. Mais effectivement, je pense qu'on a besoin de lumières d'avenir qui soient des lumières plus inclusives. Parce que les lumières, comme Athènes, d'ailleurs, ont les femmes de côté, les enfants de côté, les migrants de côté, les pauvres de côté, les esclaves de côté. Je suis d'accord. Donc, on a besoin de tout ça aujourd'hui. Ok, merci. Je vais passer la parole, Claire Bassefra, je vous passe la parole tout à l'heure. Je veux, Marion, puisqu'on vient de parler du cœur de l'école, comme ça, Claire nous dira un petit peu de façon sociologique qu'est-ce que ça demande à la société de faire bouger. Marion, qu'est-ce que le tiers-lieu à l'intérieur de l'expérience qui est la vôtre, qu'est-ce que ça a permis? Quelles ont été les externalités positives, si je peux parler comme les sociologues ou comme les chercheurs, de l'expérience que vous avez portée, à la fois à l'intérieur de l'école et à l'extérieur, dans les relations à l'extérieur? Alors, donc, je présente peut-être rapidement le projet de la machinerie d'Alex. En fait, ce projet est né en 2016. Donc, il a été créé par 3 professeurs, un professeur documentaliste, moi-même, et 2 autres collègues de discipline. Et en fait, on est vraiment parti du constat que sur notre territoire, c'est le territoire de Saint-Éloi-les-Mines, c'est en Auvergne, c'est un territoire rural qui est enclavé et dont les élèves ont vraiment des grosses difficultés sociales. On est sur des catégories socio-professionnelles compliquées. Et donc, on a fait le constat d'une grosse fracture numérique. Les élèves sont très peu équipés en matériel informatique chez eux. Au collège, on est dans un établissement qui a été créé dans les années 70 et qui est dans son jus encore. Donc, on a voulu secouer un petit peu tout ça. Et donc, on a créé ce Makerspace pour faire entrer déjà la technologie numérique, mais aussi d'autres choses comme le bricolage, la couture, vraiment axé un peu sur les activités manuelles, le numérique et l'échange de compétences. Donc, c'est un projet qui a été vraiment créé brique par brique. C'est un long processus. Donc là, à l'heure actuelle, il est quand même assez développé. On est content du résultat. Mais voilà, c'était vraiment partir de zéro pour construire un projet très ambitieux pour les élèves. Donc, au niveau des constats qu'on peut faire, c'est déjà qu'il y a un rejaillissement sur l'image qu'a l'établissement à l'extérieur, sur le territoire. Je pense qu'il y a une fierté de la part des élèves, des parents d'élèves, d'avoir un projet comme ça. Sur un territoire qui est quand même en difficulté, comme je le disais. Et
à l'interne, on va dire qu'il c'est un outil qui est très, très malléable par rapport aux différents publics qu'on peut avoir dans le collège. Donc, on a des élèves qui sont très à l'aise avec leur scolarité, avec les apprentissages, l'acquisition des savoirs, et qui peuvent aller très loin dans certains projets parce qu'on met à leur disposition un matériel qui est quand même avancé. On a de la découpe laser, de l'impression 3D, on fait de la modélisation, de la programmation. Mais on a aussi des élèves qui sont en décrochage par rapport au système classe habituel, qui ne se reconnaissent pas du tout dans la manière dont on peut les accueillir à l'école au sein de la classe et qui trouvent vraiment un contexte plus adapté parce qu'ils n'ont pas de pression au niveau des programmes, au niveau des compétences, au niveau des notes. Donc ça, c'est super important de les mettre dans ces conditions-là. Et il y a vraiment des élèves qui se révèlent hein, par rapport à ça. On avait un garçon qui était vraiment dans le désintérêt le plus total par rapport à ses apprentissages et qui a passé son temps, un petit peu toutes ses heures de permanence, ses heures libres au CDI, donc là où le Makerspace a été monté. Et puis il s'est mis à nous fabriquer un établi en métal parce qu'il se disait qu'il fallait peut-être équiper un petit peu le lieu pour les outils, les choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui, en fait, il est en chaudronnerie, donc on est super content parce que je ne dis pas du tout qu'on l'a poussé vers cette branche. Je pense qu'il avait une appétence pour ça, mais ça lui a mis la main à la pâte. Il a retrouvé un peu du sens au niveau de pourquoi j'apprends des choses et pourquoi j'ai besoin de monter en compétences. Donc, il y a déjà ces choses-là qui sont super positives. Ok, juste un point, et puis après on reviendra, juste, je viens vers Claire tout de suite. Comment l'articulation avec le système éducatif de l'établissement s'est opéré? C'est-à-dire ça a été difficile, il y a eu une adhésion immédiate des professeurs et du proviseur. Comment ça s'est opéré? Alors, au niveau de la direction, depuis le début, bon, il y a eu des changements de principaux, mais on a toujours eu les coups des franches, voilà, des principaux qui nous ont laissé les mains libres. C'est compliqué. Alors, au niveau des collègues, il faut convaincre. Hein, en premier lieu, c'est qu'on leur propose un outil, on leur dit, voilà, alors vous pouvez venir utiliser les machines, vous pouvez venir faire des projets avec vos classes. Je pense que tant qu'ils n'ont pas touché au concret, à dire, voilà, tant qu'on leur a pas proposé un petit projet facile, clé en main, où ils vont pouvoir se rendre compte en fait des possibilités, ça va être compliqué un petit peu de les insérer, d'autant que la plupart du temps, on demande aussi aux gens d'être là sur leur temps libre, à moins que ce soit dans un projet de classe, mais évidemment, s'ils veulent venir donner un coup de main, ou, voilà, ça va être en dehors. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je vois qu'il y a une nette évolution en quelques années. Au début, on était 3 et là, on est 30 profs. Il faudrait fermer voilà. le… Ouais. Désolée. C'était chez moi, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a, voilà, sur une trentaine de profs, on a à peu près une quinzaine qui s'intègrent sur des projets plus ou moins longs. Alors, on en a, c'est sur toute l'année, mais d'autres, c'est pour un petit projet ponctuel. Par exemple, on fabrique des jeux autour de l'apprentissage des langues pour les élèves FLE. Voilà, et, Ok. voilà. Il y a vraiment ouais, ça prend bien. Top, merci beaucoup. Claire Bercefra, vous faites de la sociologie, donc moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire votre regard de sociologue sur ce phénomène, peut-être qu'il est en train de se construire, et puis ensuite nous dire qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, comment ce phénomène tel qu'il est en train de se dérouler, au fond, répond à un besoin de société, et comment vous voyez son évolution depuis maintenant 5-10 ans. Il faut que vous enleviez le son, on ne vous entend pas. Ah, il faudrait ouvrir le son.
à Claire Hébert-Suffra, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui est la personne qui... C'est bon, c'est en cours. Normalement, Claire on vous... Bon. Merci Claire. C'est bon. Je ne sais pas si... je suis toujours bloquée là, non? Non, c'est bon. On vous entend. Ok. Je sais pas si c'est en tant que sociologue. Moi, que je vais réagir. J'ai été enseignante il y a longtemps, pendant une quinzaine d'années, et depuis, pour me situer par rapport à vous, j'ai animé, co-animé, impulsé, développé des réseaux d'échange réciproque de savoir et formé des enseignants, des acteurs sociaux, des élus à cette démarche. Et évidemment, notre projet a des racines et donc évidemment que c'est une continuation et une récréation de ce que vous êtes en train de faire. Ce que nous avons fait, on a créé le premier réseau d'échange réciproque de savoir il y a une 50aine d'années à Orly, était déjà une continuation des pratiques freinées, de l'éducation populaire, de diverses formes d'engagement citoyen, de toutes les réflexions de 68, 70, 75, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là. Je retrouve complètement ce qui m'intéresse à travers les valeurs, les conceptions de l'apprendre, de la société, les dimensions de l'action des tiers-lieux et les situations qu'ils mettent en œuvre. Donc, voilà. La notion de tiers-lieu, moi, je l'ai travaillée il y a... J'ai d'ailleurs proposé à Angélique de lui envoyer le chapitre. J'avais travaillé là-dessus dans un ouvrage qui s'appelle Les savoirs, la réciprocité et le citoyen en 98. Alors, ce n'était pas les tiers-lieux tels que vous les mettez en place, évidemment, et je dois avouer que je ne les connais pas bien, donc je ne vais pas beaucoup rebondir sur les tiers-lieux tels que vous les faites. Je crois que ça ne serait pas honnête, je ne les connais pas assez. En revanche, je peux vous dire ce que nous faisons, et à travers ce que nous faisons, comment la réciprocité, la coopération et la réciprocité sont des ferments de ce que vous faites, sont des ferments des tiers-lieux, des réseaux d'échange réciproque de savoir, des actions citoyennes actuellement. Donc, je dévie un peu votre question pour retrouver la question qu'on m'avait posée. Voilà. Mais je vous en prie, allez-y. Voilà. Mais il faut toujours être prêt à la surprise. Voilà. Alors, je prends 2-3 minutes pour vous présenter les réseaux d'échange réciproque de savoir, dont je pense qu'ils ne sont pas des tiers-lieux forcément sous la forme que vous innovez, mais qu'ils sont des tiers-lieux éducatifs et pédagogiques et qui sont fondés sur un postulat qui est simple à comprendre, mais très complexe à vérifier, à mettre en œuvre, à interroger. C'est le postulat que chacun d'entre nous, et ça vaut pour tous, est porteur de savoir et d'ignorance. Et sans partir de ce postulat, on va avoir de nouveau les bons élèves qui aident les mauvais, les bien placés socialement qui accompagnent et qui aident ceux qui ne se sentent pas capables, etc. Donc un postulat que chacun est porteur de savoir et d'ignorance, mais pas des mêmes, mais pas de la même façon, mais pas pour les mêmes applications, mais pas dans les mêmes cheminements d'apprentissage. Et que si ce postulat est accepté, à ce moment-là, on peut inviter chaque personne à être celui ou celle qui offre ses savoirs, c'est-à-dire qui les partage, qui accompagne autrui dans ses apprentissages et qui lui-même... Donc, on va avoir en termes d'action, apprendre ensemble à être enseignant et apprenant. Alors, évidemment, en système ouvert, qui fait que si par exemple, moi, j'offre ou la danse folklorique, ou de l'économie, ou de l'apprentissage de la lecture à 3, 4, 5, 10 personnes ou une, ces 3, 4, 5, 10 personnes ou une, elles-mêmes offriront à d'autres, ce qui va constituer un réseau multiforme et hétérogène, offriront à d'autres de la cuisine, de la physique, de la géologie, des savoirs sur l'écologie, etc. Voilà, ça c'est le principe du réseau d'échange réciproque de savoir. Et je vais maintenant peut-être vous dire en quoi il me semble, y compris dans les tiers-lieux que vous mettez en place, il me semble que la réciprocité est pas seulement une valeur, mais aussi une dynamique pédagogique, une démarche pédagogique essentielle et comment elle peut être créatrice de communs vivables et qui reconnaissent chacun. Voilà. Donc, cette réciprocité, vous l'avez compris,
au fond, on met en place du tutorat, mais c'est du tutorat réciproque. C'est du tutorat où chacun, à un moment donné, y compris des enfants de 6 ans, y compris en maternelle, on a des exemples assez fabuleux en maternelle, va être celui qui accompagne l'apprentissage d'autrui et celui qui est accompagné. Donc, du tutorat réciproque et ouvert. Et donc, les dimensions de la réciprocité sur lesquelles je voudrais insister. La première, alors il va y en avoir, je voudrais en évoquer 6, je vais en évoquer 4 parce que, en raison du temps. La première, c'est que c'est une réciprocité des dons. C'est-à-dire qu'on est dans le donner et le recevoir. Et en effet, on va un peu à l'encontre d'une société dans laquelle certains ne découvrent pas le bonheur et le droit de donner quand il s'agit des savoirs. Vous imaginez bien la fierté que ça peut représenter d'être reconnu par ses savoirs. Et donc le droit de donner et de recevoir qui au fond, est ce qui nous fait humains entre nous, dans lequel on peut redécouvrir une société dans laquelle tout n'est pas marchandisé, tout n'est pas marchandise, et redécouvrir que les savoirs sont des biens communs, de droit pour tous et qu'on peut partager, et que tout le monde a le droit de partager. Et dans ce donner-recevoir, je crois qu'en effet, on apprend à donner, y compris les savoirs, c'est-à-dire à apprendre à autrui, en apprenant à recevoir, c'est-à-dire en apprenant à apprendre. Et qu'on apprend à recevoir en apprenant à donner. Et que ça nous amène à une deuxième dimension de cette réciprocité que vous avez évoquée, Marion, dans votre intervention, c'est que ça crée dans ce collectif qui coopère une dynamique de parité. Chacun est là parce qu'il est. En fait, on est des égaux, comme pas au niveau de la masse des savoirs et des parcours d'apprentissage que nous avons fait, mais nous sommes des égaux parce que nous sommes tous ignorants et savants, ou sachants, enfin, ne me contestez pas trop les mots parce qu'il faudrait du temps. Nous sommes tous à la fois savants et ignorants. Et je pense que d'ailleurs, ceux qui ne se voient que par leur savoir peuvent devenir dangereux et que devant toute responsabilité, on a aussi à se demander ce qu'on ignore du milieu et des autres avec lesquels on a des responsabilités. Donc une parité qui nous fait, au fond, qui est la parité démocratique, où, au fond, on a besoin de tout le monde. Chacun a le droit d'apporter sa contribution positive au bien commun. Mais cette parité relationnelle, démocratique, elle est aussi quelque chose qui nous permet d'apprendre. Je n'entends ce que me dit l'autre, c'est Lévinas qui dit ça, que s'il me parle comme étant un égal. Parce qu'alors, je peux faire de ce qu'il me dit quelque chose que je me dis à moi-même. C'est-à-dire que si ce qu'ont dit les intervenants jusqu'à présent vous ont intéressé, c'est parce que ça vous a parlé à vous-même de quelque chose qui vous intéressait. En accord ou en désaccord, on s'en fiche, ce n'est pas la question, mais que ça parle en soi et ce qui est apprendre. Nous arrivons à la troisième dimension de la réciprocité, qui est que ceux d'entre vous qui sont enseignants le savent, que quand on enseigne, on apprend. Enseigner, c'est apprendre deux fois. C'est apprendre à l'autre et c'est soit apprendre. Pourquoi on apprend quand on enseigne? Parce que quand on prépare sa transmission, quand on prépare son cours, quand on prépare la situation d'apprentissage, on fait un retour sur ses propres apprentissages, on se les réactive, on les réorganise, on les rationalise, on les relie à ce qu'on est en train de vivre. Et quand on les transmet, quand on les raconte, quand on accompagne autrui, eh bien, on reformule, on se reformule en soi, on reformule à autrui, on continue à apprendre. Quelquefois, ça a dû vous arriver. On est en train de parler, puis on a envie vite de noter ce qu'on est en train de dire, parce que tout d'un coup, c'est une émergence, tout d'un coup, c'est une fulgurance. Et puis quand l'autre vous pose des questions que vous n'avez pas vues, vous savez y répondre et ça vous remet en tête un nouveau savoir. Vous ne savez pas y répondre et c'est tant mieux parce que ça vous renvoie vous-même à apprendre. Et si vous êtes enseignant, vous dites, eh bien, on en parle la prochaine fois. Et entre-temps, vous apprenez, vous vous renseignez. Hein. Et donc, ça nous amène à une quatrième dimension de la réciprocité. Et au fond, à travers ça, on apprend à apprendre en transmettant, on apprend à transmettre en apprenant. Il faudrait que tous les enseignants soient tout le temps apprenants. En étant en même temps apprenant, on comprend comment on n'apprend pas comme les autres, comment on n'apprend pas ceci
comme cela, etc. etc. Et moi, j'ai vu des enfants à l'école, parce qu'ils étaient offreurs de savoir, comprendre beaucoup mieux ce que faisait l'enseignant et les dynamiques de l'enseignant. Alors, je vais finir sur la réciprocité et je vais conclure pour ne pas aller rester trop longtemps. Plaît, oui. Je crois qu'à travers et vos pratiques et les nôtres et d'autres encore avec lesquels nous avons tous intérêt à nous relier et que nous avons tous intérêt à reconnaître réciproquement, il y a à la fois de la coéducation, c'est-à-dire que on s'éduque réciproquement, on s'éduque ensemble, mais aussi on s'aperçoit qu'on ne peut pas, un enfant c'est pas un élève, un enfant c'est beaucoup plus qu'un élève, et donc on ne peut pas faire, éduquer un enfant, le faire avancer sans reconnaître des positionnements et des rôles différents, mais travailler avec les élèves, avec les parents, avec les travailleurs sociaux, avec les associations, avec des collègues des autres classes, avec les collègues des autres niveaux. Il me semble que la coéducation, c'est forcément de la coévolution, de la cohabitation et peut-être même de la co-humanisation. Et le dernier point, c'est que je crois qu'à travers ça, on construit véritablement, à travers vos pratiques, à travers les nôtres qui sont bien proches, on construit du commun. Mais on construit quoi comme commun? On construit un commun, mais on le construit en commun. On le construit en partageant nos visions du monde, en partageant nos conceptions, en partageant nos créativités individuelles et collectives, en partageant aussi nos perspectives et en partageant sans doute nos utopies créatrices. Voilà, c'était merci beaucoup, merci de votre fougue et votre énergie au-delà de la compétence et l'expérience que l'on sent bien au travers de vos propos. Mais c'est un très bel, votre intervention, une très belle transition pour accueillir Karine Seller. Je crois que Karine, tu es là? Oui, allô? Bonjour, oui, absolument. Bonjour Karine. Karine Seller qui est donc commissaire aux compétences, qui travaille sur le sujet de la compétence au sens général depuis longtemps, très très longtemps, qui connaît bien ces sujets et à qui on a demandé de venir partager au fond ce qui est l'enjeu du Haut Commissariat et du ministère du Travail, puisque face à ces éléments, je sais que tu viens d'arriver, en gros, François Tadei nous a dit, nous a mis en perspective tout à l'heure la dimension globale de ce qui était la révolution de l'apprentissage. Et donc, François est là, d'ailleurs, François est là, que tu connais bien, je crois, nous a mis en perspective. Marion Dugenay nous a raconté son histoire dans son lycée et son expérience du makerspace à l'intérieur du monde de l'éducation. Au fond, moi, j'ai 2-3 questions, mais la première, c'est quand on est au commissaire et qu'on est au cœur de la machine de l'État, c'est-à-dire au fond de ce qui a été fabriqué il y a très très longtemps, mode opératoire, comment on vit cette révolution, comment on l'appréhende, cette révolution de l'apprentissage, et comment on crée les conditions pour permettre cette porosité entre une manière, j'ai envie de dire, classique, si tu m'autorises cette expression, on avait l'habitude de faire, et puis une façon plus moderne, même si, comme ça vient de nous être rappelé, c'est régulièrement, et François l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, Claire à l'instant, que chaque époque a sa manière, une manière de créer les tiers-lieux. Chaque époque, c'est autre chose, ça se met tiers-lieu aujourd'hui. Hier, c'était une autre formulation et ça répondait à d'autres logiques. Mais voilà, comment vous appréhendez au ministère et au commissariat cette révolution-là? Et puis après, on dira plus dans le concret. Très bien. Merci. Vaste sujet. Presque un sujet de philo, hein, sur lequel, effectivement, on travaille, on essaye de travailler de façon, j'ai envie de dire, très modeste et très ambitieuse à la fois. Peut-être quelques mots pour dire de quelle fenêtre je parle, même si tu l'as dit déjà largement, Patrick. En tant que haut-commissaire, j'ai la lourde responsabilité de mettre en œuvre le plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan de presque 15 milliards d'euros sur 5 ans pour transformer la formation et permettre l'accès à des publics qui sont peut-être ceux qui accèdent le moins à la formation, qui sont des publics peu qualifiés,
à des parcours de formation. L'un de nos objectifs, c'est de permettre à 2 millions de jeunes, peu qualifiés ou pas qualifiés, enfin qui sont sortis du système scolaire sans qualification, et de demandeurs d'emploi peu qualifiés, d'accéder à la formation pour construire leur avenir, et notamment leur avenir vers l'emploi. Et du coup, cette question que tu nous poses, enfin que tu me poses, prend un éclairage particulier au regard de cet objectif qui est le nôtre. On s'adresse à des publics qui sont peu qualifiés, qui souvent ont gardé un souvenir un peu heurté de leur parcours scolaire, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir le sésame du premier diplôme, soit parce que finalement, notamment pour les adultes, c'est un parcours qui est un peu lointain et qui peut les inquiéter sur cette idée de revenir en arrière, de se remettre dans une posture d'élève où il faut s'asseoir en classe. Et donc, alors, ils se font une idée d'eux-mêmes qui est une idée de professionnel, qui est difficilement compatible dans leur imaginaire, dans leur impression, avec cette idée de modestie qui est liée à l'apprentissage. Du coup, j'ai beaucoup apprécié l'intervention précédente. Malheureusement, je n'ai entendu que celle-là, mais parce qu'elle renvoie bien à quelque chose qui est du partage et d'une interaction, d'une dialectique où les deux apprennent et doivent être dans cette posture à la fois de modestie et d'ambition. Alors, comment on fait concrètement? Parce que ça, c'était les préliminaires pour répondre à ta question. La réponse, elle tient un peu dans cette spécificité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des publics qui sont particuliers, on doit nécessairement, et un peu rétif, se poser la question de comment est-ce qu'on transmet et de renouveler les approches pédagogiques. C'est un sujet essentiel, en fait, du plan d'investissement dans les compétences. C'est consubstantiel à ce qu'on doit faire. Il y a plusieurs dimensions sur lesquelles on travaille. C'est de penser autrement le présentiel en formation, cette idée de la transmission. D'ailleurs, est-ce que c'est de la transmission ou est-ce que c'est de l'acquisition de compétences et un peu cette interaction entre les deux. On incite beaucoup l'ensemble des acteurs, des organismes de formation à travailler aussi sur l'apport des sciences cognitives, sur l'apport du digital. On l'a vu alors dans la période de confinement qu'on a vécu, hein, le digital s'est imposé à l'école comme en formation continue comme étant un vecteur essentiel pour continuer à apprendre, hein, quand on est notamment pendant le premier confinement. Mais en même temps, notre modèle à nous, ce n'est pas de dire tout doit s'apprendre à distance. C'est plutôt comment est-ce qu'on tire les meilleurs apports du digital pour transformer la façon d'apprendre, injecter dans la pédagogie de nouvelles façons de faire. Donc, c'est les apports des sciences cognitives, c'est les apports de la réalité immersive, par exemple. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner, avoir des approches qui sont moins académiques, se servir du geste pour apprendre. C'est rendre systématique et obligatoire aussi l'idée de partir des acquis des personnes. C'est cette idée qu'on ne peut pas commencer un parcours de formation sans avoir ce que nous on appelle dans notre jargon de la formation continue un positionnement, c'est-à-dire identifier quels sont les acquis des personnes. C'est se dire que demain, il n'y aura plus, je ne sais pas, ce que moi j'appelle un parcours complet de formation, il n'y aura plus que des bouts de parcours parce qu'on a toujours quelque chose à capitaliser de ce qu'on a fait par le passé. Et de valoriser ces bouts d'expérience qui peuvent être professionnels, mais qui peuvent être aussi extra-professionnels, pour les réinjecter dans la démarche d'apprentissage et créer en fait cette envie, cette appétence et cette reconnaissance qui nous paraît essentielle. C'est aussi s'appuyer davantage sur l'expérience et la mise en situation professionnelle. Ça repose la question de l'entreprise. Et donc finalement, c'est du théorique ou de l'académique qu'il faut réinterroger, notamment grâce aux sciences cognitives et l'apport du digital. Et donc, c'est le présentiel qui doit être différent. C'est peut-être la mise à distance pour s'entraîner. Et puis, c'est aussi s'entraîner dans du concret par de la mise en situation professionnelle, par de la formation en situation de travail. Okay. Donc, on va porter, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, un très gros programme de transformation de la formation avec un financement très conséquent, puisqu'on a 300 millions d'euros qui sont consacrés à ce vaste projet et qui doit accompagner, enfin accélérer finalement l'ensemble de ce qui est déjà en place, que l'ensemble des acteurs commencent déjà à faire, mais parfois de façon trop artisanale ou sans avoir les moyens de leur passage à l'échelle. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un très fort accélérateur avec un investissement très important et un soutien de l'État. D'accord, merci. Juste un point, je voudrais que tu nous dises maintenant
de ton regard, on en parle souvent, mais j'aimerais que tu puisses nous dire comment tu vois les tiers-lieux au cœur de la formation, enfin la formation au cœur des tiers-lieux ou les tiers-lieux au cœur de la formation professionnelle, comment tu les places, comment vous les appréhendez aujourd'hui et comment vous regardez ce qui constitue une évolution sensible. On parlait makerspace tout à l'heure qui a été fait dans une école, mais on sait qu'on est en train, tu le sais, avec le gouvernement est en train de plancher sur un programme d'élargissement de manufacture proximité pour permettre le partage des machines et donc de permettre justement à des gosses et à des étudiants et voire à des adultes de venir dans l'apprentissage par le faire. Comment vous intégrez cette dimension-là, ces tiers-lieux, ces révolutions-là dans les plans et dans les réflexions que vous avez? Alors, merci de la question parce que pour nous, c'est un sujet très important. En fait, c'est un sujet qui s'est imposé, comme pour beaucoup d'acteurs, hein, d'ailleurs, dans le confinement, le premier, mais presque plus encore le second, comme étant la nécessité finalement d'inventer des nouveaux lieux qui sont presque un peu des lieux hybrides, qui sont des lieux différents de la salle de classe ou de la salle de formation, du lieu de formation entre guillemets traditionnel, et du tiers-lieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire celui où on va être en coworking, où on va avoir simplement une salle et, entre guillemets, hein, et l'environnement professionnel, un ordinateur, une connexion Internet, etc. Et on voit bien que dans la période de confinement, on a des nouveaux espaces ce besoin de nouveaux espaces qui s'est imposé. En fait, il existait déjà ce besoin, hein, on ne l'a pas inventé avec le confinement. On l'a peut-être mis en lumière, on l'a redécouvert, ça a été un révélateur. Pendant la période du deuxième confinement de novembre, j'ai fait beaucoup de visites de terrain pour voir comment les organismes de formation se mettaient en situation de poursuivre les parcours de formation avec les stagiaires, sachant qu'on n'a pas interrompu totalement la présence en formation. On devait faire le maximum à distance, mais il pouvait y avoir de l'accueil en présentiel quand soit l'activité, soit la nature du public l'exigeait. Et on a vu beaucoup d'organismes de formation. Je pense à une visite qu'on a faite à l'AFPA ou dans un organisme en Ile-de-France qui s'appelle Laser, où en fait, alors que la formation était à distance, les stagiaires ont demandé à venir dans le centre de formation pour pouvoir avoir quand même d'abord un environnement propice et un cadre d'échange. Et d'ailleurs, à l'AFPA, parce que l'AFPA a beaucoup de centres, il y a des stagiaires qui sont allés dans des centres AFPA qui n'est pas leur centre AFPA, où ils apprenaient quand il n'y avait pas de confinement, mais dans un autre centre qui était plus proche de leur domicile. Et les stagiaires ont dit on a besoin de ces lieux qui sont un peu les lieux hybrides, qui sont à la fois d'abord des lieux, il y a des besoins très basiques, hein, connexion espace, cadre où on peut travailler dans le calme. Parfois, ce sont des lieux où, parce qu'il y a quand même une forte fracture numérique aussi, où on a le premier contact avec l'outil informatique. Et nous qui allons développer par ailleurs un vaste programme de lutte contre l'électronisme avec des actions, notamment dans les quartiers en priorité politique de la ville, sur ce sujet-là. Les tiers-lieux peuvent être un espace très important justement de lutte contre l'électronisme. Donc, des besoins parfois très basiques, hein, d'équipement, mais aussi des lieux où on n'est pas seul, où on partage. Des lieux aussi où finalement les organismes de formation peuvent être présents, alors qu'on va développer un programme très ambitieux d'acquisition de contenu pédagogique en réalité virtuelle pour la formation continue. L'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit équiper tous les organismes de formation d'outils de réalité virtuelle ou est-ce que demain, on ne doit pas équiper les tiers-lieux? Des tiers-lieux qui pourraient être des lieux ressources où les organismes de formation pourraient venir, avoir accès à des outils, accueillir leurs stagiaires et du coup aussi partager leurs expériences, qui sont des lieux aussi ressources de partage d'expériences, de partage des innovations, de test des innovations. Et pour nous, les tiers-lieux, c'est tout ça. Et donc, dans notre plan de transformation, il y a 4 axes très importants, hein, qu'on met en avant. L'un des 4 axes, c'est le développement et le soutien au développement de tiers-lieux en matière de formation. Ça va faire partie, donc pour nous, c'est un axe très structurant. Et pour nous, c'est un axe y compris de financement, d'investissement.
Ça suppose peut-être d'abord en amont de se poser la question avec vous, ensemble, avec l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'être concernés, d'abord de définir ce que seraient ces objets de tiers-lieux de formation. Enfin, comment dire, les échanges d'aujourd'hui en sont un exemple. Hein, et il y a beaucoup d'expériences, on le sait, notamment avec l'éducation nationale, mais pas seulement. Les régions commencent à y travailler aussi pour l'accueil des formations des demandeurs d'emploi. Et donc, définir ce que seraient ces tiers-lieux de formation. Est-ce qu'on peut dire, définir un peu les invariants, finalement, ce qu'ils doivent faire, et puis ensuite se demander ce que nous, côté État, on peut faire pour appuyer le développement et l'accélération de l'implantation de ces tiers-lieux. Quand je dis implantation, ça ne veut pas dire des lieux nouveaux, hein, ça peut être des lieux existants, mais qui agrègent finalement de nouvelles énergies et de nouvelles coopérations. Quels sont les besoins? Est-ce que c'est des besoins d'équipement? Est-ce que c'est des besoins d'animation? Est-ce que c'est des besoins justement de coopération? Et comment est-ce qu'on peut les définir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer? Ça fait partie des chantiers que nous, on veut lancer très vite. Pour nous, on aimerait inviter l'ensemble des acteurs concernés, et leurs représentants peut-être, hein, à se questionner avec nous au cours du premier semestre 2021 pour être au clair et ensuite passer un plan d'action très concret dès le deuxième semestre 2021 sur le sujet. Ok, super. Moi, je voudrais saluer moi, l'écoute, si tu me permets, l'écoute que vous avez au commissariat. C'était vrai que Jean-Marie, avant toi, était déjà là. Donc, sur ces nouvelles formes d'apprentissage, et sur le rôle qu'ils peuvent avoir, ces tiers-lieux. Moi, ce que je veux ajouter peut-être, ce que tu viens de dire, c'est que à l'évidence, il y a un enjeu de mutualisation de l'effort de l'État autour des tiers-lieux. Moi, je suis frappé du saupoudrage. Je l'ai dit dans le rapport 2018, je le redirai dans le rapport 2020. Et au fond, il y a un enjeu de construire et de co-construire. J'ai le sentiment, moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent et auxquels on va laisser la parole pour 2-3 questions si vous le souhaitez, mais je suis frappé de l'évolution, de la capacité avec tout un certain nombre d'institutions de commencer à co-construire des politiques. C'est vrai avec vous, mais c'est vrai au ministère de la Cohésion des Territoires, c'est vrai à l'Éducation nationale où il y a de vraies réflexions autour de cette co-construction. Ça va très vite et très objectivement, c'est vrai que le Covid accélère cette prise de conscience que de toute façon, il faut le faire avec et pas le décider sans ou contre. Donc ça, je crois que c'est de ce point de vue-là, il y a un acquis qui est en train de percoler petit à petit dans les institutions publiques, qu'elles soient territoriales ou nationales. Le deuxième point, c'est que le point qui reste à faire, et on y travaille, toi, nous, à France Tiers-Lieux-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une capacité plus forte d'identification pour ceux qui portent des projets, qui développent des projets, d'avoir des lieux qui soient des lieux ressources. Tu évoquais le terme lieu ressources. Je rappelle que c'est comme ça qu'on a défini les fabriques des territoires, hein, quand on avait suggéré de créer 300 fabriques des territoires en France sur des lieux ressources aux interconnexions des mobilités et des flux pendulaires, hein, entre le travail et le domicile et le travail. Cette fabrique, au fond, d'un commun tiers-lieu au sein et avec l'État et avec les acteurs devient de plus en plus prégnant parce que ça sera plus efficace et ça permettra précisément de passer à l'échelle plus facilement en spécifiant évidemment des lieux une fois un peu plus culturels, une fois un peu plus éducatifs, une fois un peu plus, etc. Et où qu'ils soient, comme tu le disais si bien, parce que ça peut être dans une école, ça peut être dans un tiers-lieu existant ou dans une friche désaffectée dans laquelle on construit quelque chose. Est-ce que vous avez, François, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Et puis des questions, vous avez des questions vous les poser à Karine, on a encore 5-10 minutes. Karine, tu as encore 5-10 minutes? Oui, bien sûr. Ok. François, tu veux ajouter quelque chose? Et puis après, les questions. Je peux saluer Karine, que je suis content de revoir, et la féliciter pour son travail parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai que le système de formation ou d'éducation sont généralement pensés de manière relativement verticale et que partir de ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas forcément notre culture.
que le plan d'investissement dans les compétences a contribué avec le CPF à commencer à changer ça. Mais la question, c'est quid de lieux comme celui-ci dans lequel se produisent des choses très horizontales, très émergentes, pas forcément prédéfinies et accrochées à un référentiel national de compétences professionnelles et de tout un tas de dispositifs qui soient éducatifs ou liés à la formation continue, dans lequel on a tendance à prédéfinir ce qui doit être fait par défaut. Et donc, dans quelle case mettre ceux qui sont out of the box, pour le dire comme ça. Je pense que les tiers-lieux sont des lieux de ce type, mais quel est le tiers administratif, je ne sais pas comment il faut le dire, quelle est la case administrative dans laquelle on peut mettre quelqu'un qui passe du temps dans un lieu comme ça? Est-ce que c'est un moment de formation? Est-ce que ça peut être financé? Et si oui, par qui et dans quel contexte? Comment est-ce qu'on fait confiance a priori? Est-ce qu'on vérifie a posteriori? Est-ce qu'on invente d'autres process que les process les plus classiques et qu'on connaît tous très bien, mais qui ne sont pas forcément adaptés à un besoin de changement rapide, dans lequel, pour faire face à des défis locaux ou globaux, comme le Covid, on est obligé d'improviser et d'apprendre en marchant, d'apprendre en faisant, d'apprendre en faisant face aux défis et qu'on n'a pas forcément choisi et qui ne sont pas forcément inscrits ni dans le curriculum officiel de l'éducation nationale, ni dans le RNCP. Alors merci François. En fait, c'est un peu au cœur d'une des questions qu'on se pose. C'est-à-dire qu'on a une conviction et une ambition, c'est de soutenir le développement de tiers-lieux. Et on fait l'hypothèse que justement, c'est très important dans un projet comme le nôtre de transformation parce que ça déverticalise justement les apprentissages. Enfin, en tout cas, ça crée d'autres façons de partager et d'apprendre. En tout cas, il y aura toujours des apprentissages verticaux, enfin, il y aura toujours des cadres et des cases, mais on a besoin de créer des lieux où justement on apprend autrement, où on complète, où on respire, on partage autrement et de plus en plus en matière d'apprentissage, on sait que la question de l'apprentissage entre pairs est un sujet central et donc voilà, ça contribue, ce n'est pas le seul vecteur, mais ça contribue à déverticaliser. Et donc on a cette intuition que c'est indispensable. Comme je le disais, c'est aussi des lieux on a en tête tous la question de la fracture numérique et fracture numérique, elle renvoie à des choses qui sont très concrètes sur de l'outillage de l'équipement, mais elle renvoie aussi à des questions qui sont liées à l'isolement. Donc voilà, tout ça participe de la même logique. Comment on y va? Nous, on sait qu'on est prêt à y mettre des moyens. Et ça fait partie des questions. C'est-à-dire qu'on a commencé en se disant, on va faire de la labellisation, on va s'appuyer sur France Tiers-Lieux qui labellise, on va voir si on peut étendre. Et en fait, plus on avance dans le projet, il y a déjà des acteurs qui ont des tiers-lieux. Il y a des tiers-lieux qui font déjà de la formation. Et donc, ça fait partie pour nous d'une réflexion qu'on doit conduire avec les acteurs impliqués sur ces sujets-là, qui consiste à demander plutôt aux tiers-lieux de quoi vous avez besoin et en parallèle, enfin, je veux dire, de l'autre côté de la chaîne, aux organismes de formation, c'est que peut représenter ces lieux, ces nouveaux espaces et de quoi vous auriez besoin pour justement franchir une étape dans la construction de ces tiers-lieux qui contribuent à développer les compétences et faire de la formation. Donc, on vient assez modeste, on est très ambitieux et assez modeste parce qu'on n'a pas tout à fait les réponses. On sent bien qu'en tout cas, il ne faut pas être dans un schéma qui consiste à dire il y aura un tiers-lieu dans chaque ville de plus ou agglomération de plus de temps qui correspondra à tel cahier des charges. Ça, c'est à peu près au clair. Et qu'il faudra être plutôt en appui, en amorçage, en accompagnement de choses qui existent et qui sont en train d'émerger. Et écouter aussi la façon dont les organismes de formation eux-mêmes expriment des besoins, des envies. Et puis une dernière conviction qui est la nôtre, que je n'ai pas évoquée en introduction, mais qui m'est vraiment très importante, c'est qu'on fait l'hypothèse que ces tiers-lieux peuvent être aussi des lieux où enfin on réduit les frontières ou le fossé qu'il y a, enfin les frontières, on va dire, entre la formation initiale et la formation continue, entre l'école globalement et la formation professionnelle continue. Parce que, alors c'est vrai, dans la totalité du projet Comport de transformation, on se dit que si on doit créer ou contribuer à faire émerger des communs numériques pour apprendre par exemple des gestes professionnels en ligne, ça peut très bien s'adresser à des élèves de lycée pro, à des jeunes en CFA et à des adultes qui sont en reconversion ou qui veulent
comment dire, professionnaliser leurs gestes. Et que ça fait partie aussi des choses qui vont décloisonner. Et le tiers-lieu, c'est aussi un espace de décloisonnement. Et nous, notre rêve, ça serait de pouvoir contribuer modestement à faire en sorte que les enseignants, les formateurs, des gens qui apprennent, se rencontrent, partagent et explorent des nouvelles façons de faire, des entreprises, parce qu'effectivement, apprendre par le faire, c'est essentiel, surtout pour les publics que nous, on accueille, les publics. Voilà. Et donc, que ce soit voilà, ces endroits un peu hybrides. Voilà. Et donc, notre optique, ce n'est pas de normer, mais c'est quand même de dire il y a des besoins qui émergent et d'au moins lister ces besoins et d'être prêt à en financer une partie de la mise en œuvre dans ces nouveaux lieux. Ok. Karine, tu ne vas pas être déçue parce que comme le rapport 2020 va sortir dans 1 mois et demi, 2 mois, tu vas voir la question de la formation, la question des compétences et la question d'un chantier lourd et qui vient des tiers-lieux. Donc, un gros partie du travail d'élaboration des demandes. Et au cœur de ce que tu viens de dire, il y a une question que François a posée. Moi, je vais le poser autrement. Et à laquelle c'est difficile d'y répondre, je crois, mais qui fera quand même partie d'une réflexion qu'il faudra qu'on ait, c'est qu'au moment où on a rationalisé la formation avec le modèle, la réforme de la formation professionnelle, il y a le CPF, mais il y a aussi toutes les modalités, et notamment le RNCP, le registre spécifique. Il y a dans les typologies de formation, entre guillemets, comme celle-ci, enfin, qu'évoquait François, beaucoup d'informels. Dans les tiers-lieux, il y a beaucoup d'informels. Il y a beaucoup de compétences qui s'acquièrent, y compris dans une dynamique plutôt informelle et beaucoup moins cadrée que ce que sont les cases de la formation professionnelle. Alors, la réforme a voulu essayer de rationaliser là où il y avait un vrai besoin. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait à un moment donné faire cette réforme. La question qu'on va avoir, alors si c'est par le canal au commissariat dans le futur, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer cette dimension informelle, parce que tu l'évoquais sur les investissements, tu l'évoquais sur l'animation. Tu ne vas pas être déçu parce que nous, tu sais qu'on a dans les cartons sur les manufactures de proximité la volonté de faire une académie. Les réseaux de tiers-lieux en France vont sans doute se mettre à monter une demande sur tous ces sujets-là. Donc, il va y avoir beaucoup de demandes et de structuration par les réseaux territoriaux, hein, indépendamment des tiers-lieux que tu évoquais tout à l'heure, où on peut mettre des moyens éventuels. Mais la question de l'économie de l'apprentissage informel qu'il y a dans ces tiers-lieux, qu'il y a dans cette manière de faire, me paraît la prochaine étape de réflexion, c'est comment on est capable, à la fois, je ne sais pas si c'est de la labellisation et je ne sais pas par qui, de faire en sorte que là où c'est reconnu, là où il y a au fond une reconnaissance de l'utilité de cet informel, ça puisse être financé parce que ça va devenir de plus en plus difficile dans le monde dans lequel on est, finalement de financer ces lieux qui sont précisément, parce qu'ils émergent, parce qu'ils innovent, parce qu'ils, au fond, ils cherchent à trouver la bonne méthode, en fait, ils n'ont pas accès parce qu'il n'y a pas le programme figé, parce qu'il n'y a pas la sécurité souvent nécessaire à l'État pour aider et soutenir. Je parle de ça parce que je vois bien qu'est en train d'émerger cette question au sein de tous les acteurs qui sont très horizontaux et qui cherchent des voies nouvelles. Voilà, je fais juste pour éclairer un sujet, à mon avis, qui va arriver très, très vite. Et François, je ne sais pas si j'ai traduit une part de ton questionnement, mais en tout cas, moi, je vois émerger cette question-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions, oui. Alors, vas-y, Rémi. Je prends la dernière, ce que je ne devrais pas faire, mais parce que je la trouve intéressante, et puis je remonterai petit à petit. Ne serait-il pas pertinent de financer une sorte de R&D par région? Nationale ne serait pas adapté pour les tiers-lieux? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça, mais vas-y. Pour nous, ça fait clairement partie des questions. Alors, en tout cas, on est à peu près. Encore une fois, je ne vais pas apporter des réponses définitives à la façon dont on va mettre en place notre projet, parce qu'on croit assez fortement qu'on doit passer par un temps d'échange assez nourri avec les acteurs, encore une fois, qui sont susceptibles d'être concernés. On a à peu près une conviction qui est acquise à ce stade, c'est que
quoi qu'il arrive, ça ne doit pas être une démarche État nationale et qu'elle doit se faire, enfin, la logique de tiers-lieu, elle renvoie quand même à la logique de territoire et de proximité. Donc, il y a une vraie question autour de la bonne subsidiarité et qui relève à la fois de qu'est-ce que fait l'État, est-ce qu'il doit définir le cadre, est-ce qu'on est normatif et jusqu'où, et en même temps, s'il est en soutien financier, il ne peut pas dire je finance n'importe quoi. Il doit définir ce que c'est qu'à minima le cadre. Et donc, c'est quoi le minima qu'il faut définir sans justement normer et appauvrir, entre guillemets, les mises en œuvre, les actions, les projets. Et donc, on est à peu près convaincu que l'État doit être relativement modeste, en tout cas, doit vraiment se poser la question de la subsidiarité, doit intervenir sur une logique d'amorçage. Ça peut relever des logiques d'ailleurs d'appel à projet, où en fait, on ne norme pas au point de départ, on dit quelques objectifs et on fait de l'appel à projet et c'est plutôt du soutien. Mais même la question du soutien de l'appel à projet, est-ce que c'est à l'État de lancer un appel à projet au niveau national? Est-ce que c'est au territoire? C'est quoi les bons niveaux, etc. Par contre, moi, je rejoins bien l'idée de la R&D. Je ne sais pas si c'est que de la R&D, il faut aussi qu'il y ait des choses très concrètes, mais c'est bien cette idée-là qui, pour nous, être un peu notre… en tout cas, c'est autour de ces grands principes, je veux dire, qu'on raisonne aujourd'hui assez clairement, avec quand même l'idée aussi de mutualiser. Enfin, il y a une double dialectique quand même, hein, et de l'enjeu de vraiment, et d'être très exigeant sur la mutualisation. Et ça, l'État, c'est pas bien le faire, il faut qu'on progresse. Non, mais on peut se dire des choses un peu, voilà. Et pour moi, ça fait partie du rôle d'un État stratège, c'est de favoriser les éléments de mutualisation et de partage, et de se dire qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut essaimer, sachant que c'est jamais exclusif. Bon, écoute, Rémi, une autre question? Oui, il y avait une question peut-être un peu plus polémique. C'est bien. Je vais la poser quand même sur le middle ground de Delphine. Je m'interroge sur le côté middle ground des tiers-lieux avec ce genre de programmes gouvernementaux. Mais, alors, comment dirais-je, je suis devenu un spécialiste de la réponse à cette question. C'est le seul fait que Karine soit au niveau gouvernemental la disqualifie dans ce type de réponse. Je rigole, je joke parce que c'est récurrent depuis la naissance de France Tiers-Lieux. Bon, moi, je veux juste vous dire une chose et dire à tout le monde quelque chose de très simple. On peut pas on peut pas passer son temps à parler de coopération et d'expliquer qu'on exclurait le travail avec l'État, c'est-à-dire ce qui est notre bien commun, fut-il avec des méthodes parfois un peu trop verticales, comme l'évoquait tout à l'heure François, mais ça n'a aucun sens de partir de l'idée qu'il n'y a pas une évidence à construire. À co-construire. Le deuxième, c'est que, par hypothèse, si on veut que l'État intègre, je parle de l'État et je ne parle pas des personnes, l'État intègre une autre façon de faire, encore faut-il parler, échanger, convaincre. C'est le propre même de la raison d'être de la dimension coopérative ou horizontale. Et puis la troisième, c'est que ça fait 2 ans quand on m'a confié cette mission. Vous allez voir dans les semaines qui viennent, il va y avoir un gap et très considérable probablement parce que à la demande de Matignon et de l'Élysée, les choses sont en train de bouger assez fortement pour précisément aller dans le sens, Karine, de la mutualisation et d'une réflexion plus inclusive, j'allais dire, en termes de ministères et d'activités d'acteurs nationaux. Mais de façon générale, quand le rapport a été fait, on a dit, mais si l'État s'en mêle, on perd notre liberté. Puis ensuite, on a dit, mais si on fait un programme d'appel à projet, de toute façon, ils vont décider des lieux qui ne sont pas des lieux dans lesquels on ne leur laisse pas la liberté. Et force est de constater qu'au fil du temps où on construit les conditions, y compris dans les appels à projets, puisque on nous délègue maintenant, on va franchir un certain nombre d'appels à projets, et on arrive à construire les conditions par lesquelles la liberté est maintenue, mais que le cadre est fixé. Et donc, et ça, on a une écoute de plus en plus forte partout au sein de l'État. Donc, il y a des voies pour le faire, il ne faut pas être naïf. Évidemment,
qu'il faut être vigilant sur le fait que les tiers-lieux ne soient pas dénaturés. Mais moi, je vous le dis, et d'ailleurs, je pense que la majorité des acteurs pourraient le dire, ils sont surpris, y compris ceux qui étaient les plus underground, les plus alternatifs du mouvement. Ils appellent à rejoindre des organisations telles que France Tiers-Lieux. Et ce n'est pas pour rien. C'est juste parce que si les acteurs s'organisent, l'État, c'est plus facile pour lui de travailler avec des acteurs. Et donc, il faut le faire. Et donc, Tiers-Lieux et DU, il faut qu'ils deviennent plus puissants. Il faut d'ailleurs que Tiers-Lieux et DU rentrent au conseil d'administration de France Tiers-Lieux. Je le dis très clairement, je le poserai au prochain conseil d'administration. Comme ça, c'est fait et c'est dit. Il faut absolument, puisque je crois qu'on a à peu près tous les réseaux et pas le réseau Tiers-Lieux et DU, donc ça n'a aucun sens. Et donc, il faut avoir confiance dans le fait que le bon sens s'imposera, à condition de se battre pour et de faire confiance au fait qu'il y a des personnes partout, dans toutes les institutions qui poussent et qui soutiennent cette démarche plus horizontale et qui vient aussi, et qui doit trouver son articulation avec le rôle de l'État, qui a aussi un rôle vertical, parce que c'est le propre de l'État. Donc moi, je suis assez confiant là-dessus. Je trouve que les choses bougent beaucoup. Et puis, si des tiers-lieux ont l'impression qu'ils perdent leur liberté au travers des appels à projets, surtout, ils n'hésitent pas à m'appeler parce que c'est quelque chose auquel on est très vigilant. Pour ainsi dire, si on n'est pas vigilant, de toute façon, on nous le rappelle. Voilà, donc moi, je suis très confiant sur le fait qu'au contraire, on est capable de le faire. Et je ne sais pas, François, toi, ce que tu en penses, mais je suis vraiment très confiant sur les évolutions là, pour le coup. Oui, je pense que moi, les deux questions sont assez proches l'une de l'autre en fait. C'est un peu quel est le rôle de l'État ou pas dans ces dispositifs et quel est. Mais pour revenir sur ce que disent les sociologues des middle ground, le middle ground, c'est quand c'est des lieux dans lesquels l'underground qui veut jouer collectif et l'upper ground qui veut se réinventer peuvent se rencontrer pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire autrement. Donc moi, je pense que l'upper ground que représente Karine aujourd'hui, entre guillemets l'institution, mais il y a d'autres upper ground, les présidences d'université ou l'éducation nationale, etc. Quand elles savent accompagner une dynamique de tiers-lieu sans l'étouffer, elles peuvent jouer un rôle essentiel parce qu'elles ont des ressources, parce qu'elles ont des formes de légitimité qui peuvent manquer. Si elles viennent, et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'un middle ground, ça se gère beaucoup plus comme un jardin que comme une usine ou une administration. Et donc, effectivement, ça suppose que ce soit effectivement la partie éclairée de l'upper ground qui vienne apporter son intelligence, ses moyens et éventuellement ses questions, comme tout citoyen quelque part. Et si chacun dans ces middle ground co-construit en apportant ses questionnements, ses ressources, ses peurs, ses envies, son ikigai et sa volonté de faire ensemble, ça marche très bien. Et puis, par rapport à la question de la recherche, je suis d'accord avec la réponse de Karine, c'est je ne pense pas que ça doit être une recherche pilotée d'en haut pour le coup, mais qui ait éventuellement des financements collectifs des collectivités locales ou nationales, voire européennes, qui disent on a besoin de ce genre de choses, on a besoin d'un réseau de ces acteurs, on a besoin de plus d'intelligence collective, on a besoin de mieux comprendre ce qui fonctionne dans ces lieux, de mieux mutualiser et de mieux savoir ce qu'on apprend dans ce genre de lieux. On voit bien que la question de qu'est-ce qu'on certifie ou pas, c'est une question ouverte. Et donc, il peut y avoir des chercheurs et des sciences participatives dans lesquelles l'ensemble des acteurs de terrain peuvent dire moi, voici ce que je pense avoir appris là. Il peut y avoir différentes manières de faire ces recherches dans lesquelles on fait des sciences citoyennes où on invite des chercheurs, des citoyens et éventuellement des décideurs à se pencher ensemble sur la meilleure manière de faire évoluer ces dispositifs pour qu'ils répondent toujours mieux aux problématiques locales, tout en étant en réseau et capable de faire une mobilisation collective capable de relever non seulement les problématiques locales, mais aussi les problématiques nationales et même globales. Aujourd'hui, comment on fait face au changement climatique, ça ne va pas se résoudre uniquement dans un tiers-lieu local. Donc, il y a forcément besoin de mouvements locaux qui se nourrissent et qui, plein de petites gouttes d'eau, feront des grandes rivières. Bon. Merci. Oui, Karine, tu voulais dire avant ? Juste peut-être, merci de ces éclairages et de nous bousculer un peu parce que je pense que c'est important. Moi, je voudrais rajouter un mot. Alors, je partage assez évidemment ce qu'ont dit et Patrick et François, mais peut-être en une phrase, aidez-nous aussi
ne renvoyons pas chacun dans nos lieux et dans nos buts, parce que vraiment, je voudrais faire un appel à ces… et nous aussi à transformer ces institutions verticales qui produisent aujourd'hui aussi, pas seulement, fort heureusement, mais de l'exclusion, du découragement. Et on a besoin de faire bouger l'école au sens large du terme, enfin l'école, la formation. Et donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment, au contraire, éviter qu'on soit chacun dans ces zones de confort. Voilà, et qu'on se frotte les uns aux autres, même si ça bouscule. Même si peut-être l'État a toujours la même vocation ou comment dire, première impulsion qui est de normer. D'abord, l'État doit apprendre à faire autre chose. Moi, je porte cela depuis le début du plan d'investissement dans les compétences. Ce machin que nous, on pilote, il a aussi pour vocation justement d'apprendre à l'État de ne pas être celui qui norme et qui contrôle, mais celui qui anime, qui favorise les mutualisations et qui accompagne les transformations. C'est des rôles nouveaux qui ne sont pas faciles à apprendre. Mais voilà, ne nous renvoyez pas dans nos buts parce que nous, on a besoin d'aider à modifier justement ces organisations verticales. Merci Karine. Alors, à l'heure de la conclusion, vous l'aurez compris, pour reprendre les termes de François, avec Karine, on a comment dirais-je, comment tu as appelé ça, éclairé, la partie éclairée de l'upper ground et très éclairée parce que, d'abord parce que tu n'en fais pas partie depuis toujours, tu fais partie du middle ground avant, mais globalement, je crois d'abord vous remercier tous de votre participation, merci évidemment aux intervenants. Et vous dire que cette démarche qui est multiple, à multiples endroits, elle contribue aujourd'hui. On voit bien tous les uns et les autres combien, que ce soit dans les rapports à l'upper ground ou au pouvoir public de façon générale, mais à l'upper ground de façon générale, pardon, et que ce soit entre nous, le maillage, la mutualisation entre nous est tout à fait central pour permettre précisément d'apporter des choses assez abouties et communs au pouvoir à l'upper ground et permettre justement de faire consensus. Il y a tout un travail qu'on voit bien, qu'on fait au fil de l'eau pour co-construire entre nous et arriver avec des éléments de consensus qui permet précisément à des décideurs de bouger des lignes parce qu'en fait, quand ça fait consensus, c'est plus compliqué que quand il y a des divergences entre les acteurs. Et je crois qu'on voit bien qu'on est dans des périodes où c'est absolument nécessaire et où on évolue de plus en plus fortement et on converge de plus en plus, quels que soient les endroits où on est. Donc, merci beaucoup, Karine, d'avoir pris ce temps avec nous. À très vite, parce que c'est à très vite. Très bien. Et puis, merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Bon courage à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, bravo, hein. Bravo Angélique. Bravo à vous. C'était très chouette de finir ce parcours avec vous et avec les belles énergies que vous y mettez chacun à l'endroit où vous êtes. C'est un grand plaisir personnel et puis je pense qu'il est partagé par d'autres. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Salut Angélique. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.